C'est parti, super. Alors en fait, on va essayer d'axer notre réflexion sur toujours le point de départ, ça va être la paracha. Et ce qu'on va essayer de réfléchir ensemble, c'est un moment assez crucial dans le tournant de la paracha. Vous vous rappelez en fait qu'il y a une histoire de famille qui va mal tourner. Il y avait des enfants de Yaakov, qui ont mis en place un climat de jalousie entre frères. Et notamment, ce climat de jalousie est venu frapper de façon très très forte Yosef, puisque les frères de Yosef ont décidé d'éliminer Yosef. Au début, ils voulaient l'éliminer de façon définitive. Puis il y a le frère aîné, Réhouven, qui dit « Attends, on peut quand même pas dégommer un frère, ça n'existe pas, ça, on n'est pas en Corse, ouais, on n'est pas dans un bidonville. » Donc il suggère de ne pas tuer le frère, ils vont finir par le vendre. Et voilà que Yosef a disparu du paysage familial. C'était l'enfant qui était un petit peu préféré par son père, il avait manifesté une préférence. Et ça, ils n'arrivent pas à accepter. C'est inacceptable, c'est insupportable. Donc de quoi papa devrait plus aimer lui que moi? C'est pas de ma faute. Si, alors lui il est plus intelligent, mais c'est pas de ma faute, j'ai pas choisi. Ah, pourquoi il devrait pour ça être beaucoup plus sujet à admiration de papa? Ça, c'est donc la grande question qui va habiter un peu cette histoire et qui va faire de cette histoire une tragédie, puisque finalement, Yosef disparaît des circulations, le papa apprend la mort de son fils chéri, et il n'arrive pas à se consoler. Et ça va durer 22 ans. Pendant 22 ans, Yaakov est persuadé que son fils a été déchiqueté par une bête sauvage, mais il n'arrive pas à se calmer, il n'arrive pas à porter le deuil. Normalement, dans toutes les histoires de deuil, au bout d'un certain temps, les personnes commencent un petit peu, non pas à oublier, mais à être un peu moins frappées à vif. Ouais, le temps répare énormément de choses. Mais chez Yaakov, il n'y a rien qui se répare. Donc c'est un climat vraiment très tragique qui se passe, qui se développe ici. Et voilà que personne ne pouvait s'y attendre. Yosef va grandir. Yosef va grandir. C'est ton de fermer la porte, s'il te plaît. Excuse-moi. Merci. Yosef va gravir les échelons. Il commence par devenir directeur financier. Ouais, donc il était esclave au début. Excuse-moi, tu peux fermer la porte? Merci. Il devient donc directeur financier. Et il gravit les échelons. Après ça, donc, il y a une petite tragédie qui va se passer, puisque la femme du propriétaire chez qui elle était, Mme Potiphar, va s'amouracher de Yosef. Elle va essayer de le séduire pendant 1 an. Au bout d'1 an, elle va essayer de le mettre, de le forcer presque. Et c'est là que Yosef résiste. Et comme il résiste, la femme de M. Potiphar va l'accuser de viol. Balance ton porc, alors que c'est elle qui s'est comportée comme une truie. Ouais. Ça, si vous voulez, c'est le contexte complexe. Donc du coup, Yosef, qui avait réussi à rebondir dans sa vie, une fois il était esclave à cause de ses frères. D'un coup, il arrive à se hisser à un très haut poste financier. Puis d'un coup, boum, accusé de viol, prison à vie. Terrible pour Yosef. Mais la providence fait que Yosef se fait connaître comme étant quelqu'un qui interprète les rêves. Et le jour où Pharaon fait un rêve qui le perturbe au possible, qui le secoue, il n'arrive pas à trouver d'interprète, il n'arrive pas à trouver de marabout. Il y a un bonhomme, le mec, qui dit « Mais je me rappelle, j'étais en prison. Et on avait un marabout de folie. Et ce marabout, il m'a interprété de façon magnifique mon avenir. » À ce moment-là, ils disent, écoutez, on n'a qu'à le faire monter. Et ils font monter Yosef. Et il dit, voilà, il paraît que tu es un champion du monde pour l'interprétation des rêves. Il dit, non, moi je suis rien du tout, c'est le bon Dieu qui m'inspire. Ok, on va essayer. Pharaon déballe ses rêves, Yosef les interprète, et ça plaît à Pharaon. Et comme ça plaît à Pharaon, il dit à Yosef, tu sais quoi? Je te propose de devenir le Premier ministre, ministre des Finances, Premier ministre, pour gérer, donc, fameux rêve, 7 années d'abondance, 7 années de famine,
Bonsoir. Ah, merci. Je le document toujours. Voilà. Il y en a plusieurs. Donc je suis juste en train de rappeler un peu l'histoire incroyable de Yosef qui est passé d'une exécution immédiate, a priori par ses frères, à un statut d'esclave. Puis d'esclave, il est devenu directeur financier, vous savez, DAF, comme on dit aujourd'hui. Et une fois qu'il est devenu DAF, alors la vie devrait bien tourner pour lui, mais malheureusement, il est très beau, Yosef, il y a une femme qui craque sur lui. Elle va tout faire pour le séduire. Elle va draguer Yosef pendant 1 an. Au bout d'1 an, elle dit, c'est pas possible, il faut que je puisse en faire ma conquête. Elle met la patate, le paquet en termes de séduction. Elle essaie d'en venir à bout et Yosef résiste contre toute attente. Et une fois qu'elle voit qu'il résiste, elle va décider, comme on dit aujourd'hui, de balancer son porc. Ouais. C'est elle qui s'est comportée comme une truie, mais comme j'ai dit tout à l'heure, mais elle décide de l'accuser de viol alors qu'il n'a jamais commis quoi que ce soit. Et comme on la croit sur parole, il va écoper de la prison à vie. Ça, c'est ce qui se passe pour Yosef. Maintenant, Yosef, donc, a priori, c'est fini pour lui. Et puis, d'un coup, il va revivre encore une fois un rebondissement incroyable. Puisque Yosef se connaît dans la prison comme étant quelqu'un qui interprète les rêves. Et des années après, lorsque Pharaon n'arrive pas à interpréter un rêve, il demande à tous ses marabouts, à tous ses mages, à tous ses voyants. Et personne qui arrive à lui dire interpréter bien le rêve tel qu'il... Enfin, il n'arrive pas à sentir qu'il y a un lien entre l'interprétation et le rêve, donc il ne sait pas ça, c'est pas ça. Et il est tellement perturbé qu'il y a une des personnes de sa cour qui lui dit, mais moi je me rappelle une fois j'étais en tôle, il y avait là-bas un marabout, un truc de ouf quoi. Il fait ligne de la main, mais ce qu'il te dit, ça se passe. Il dit bon, on n'a qu'à essayer, faites-le sortir, donc il faut sortir le prisonnier, accusé de viol, ouais, qui est pris pour perpétuité. Et puis Yosef, donc c'est Yosef qui se présente devant Pharaon. Et Pharaon lui dit, voilà, j'ai rêvé ça et ça. Et c'est un rêve qui est venu à 2 reprises. Qu'est-ce que t'en penses? Et il dit, bah voilà, c'est très simple, ton rêve, il se résume à ça. 7 vaches grasses correspondent à 7 années d'opulence. Et 7 vaches maigres qui vont venir manger les vaches grosses, qui vont phagocyter les vaches grosses, correspondent à 7 années de famine, qui vont succéder aux 7 années d'opulence. Et si tu vois que les vaches maigres viennent phagocyter les vaches grosses, c'est juste pour te signifier que la famine sera tellement intense qu'on en oubliera les belles années d'abondance. Ça, c'est donc ce que Yosef va dire à Pharaon. Et il rajoute Yosef, mais tu sais quoi? Si c'est comme ça, moi je te conseille, pendant les années d'opulence, de mettre un maximum de fric de côté, d'engranger, de façon à ce que lorsqu'arrivent les années de famine, on ait suffisamment de réserves pour pouvoir alimenter la terre d'Égypte. Et c'est un conseil hyper judicieux qui fait dire à Pharaon, mais tu sais quoi? Chiche, tu veux pas devenir Premier ministre? Et ça fait dit, why not? Ouais, pourquoi pas? Et comme ça, Yosef, qui était donc un bonhomme, vous imaginez, un bonhomme qui est accusé de viol, une femme notable, qui d'un coup va être catapulté à la fonction suprême, le numéro 1 du royaume d'Égypte, c'est-à-dire l'équivalent aujourd'hui de Bill Gates, si vous voulez, en termes de finances. Ça, c'est donc l'histoire de Yosef. Maintenant, lorsqu'arrive 7 ans après les années d'abondance, arrivent les années de famine, cette famine ne va pas se cantonner à frapper l'Égypte, mais est épiphénoménale pour tout le Moyen-Orient. Et donc la terre d'Israël est frappée, et donc la maison de Yaakov, elle aussi, est dans la famine. À ce moment-là, donc Yaakov dit à ses frères, écoute, il y a de la famine, on va aller acheter du grain en Égypte. Donc les frères de Yaakov descendent en Égypte. Et à ce moment-là, Yosef, qui était grimé, déguisé en pharaon, va petit à petit les cuisiner. On dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous êtes venus par telle et telle porte? Vous semblez être des espions? Mais non, pas du tout. Ouais. Prouvez-moi que vous n'êtes pas des espions. Moi, je suis prêt à vous donner de l'argent. Enfin, je suis prêt à vous donner du blé, mais contre l'argent. Mais prouvez-moi que vous n'êtes pas venus ici pour conquérir la terre. Bref, climat de suspicion. Et ils ne savent pas que c'est Yosef qui monte un stratagème qui amène je la fais vite, au bout du compte,
a obligé les frères à laisser un frère sur place, Shimon. Et il ne libérera Shimon, enfin le roi d'Égypte, ne libérera Shimon qu'à partir du moment où les frères viendront amener en Égypte son petit frère Binyamin. Binyamin qui est resté auprès de son père, Binyamin qui est le seul vestige a priori de sa femme tellement aimée, Rachel, qui est elle aussi morte en couche. Donc il n'a plus de Rachel que Binyamin. Et Yehuda va voir son père en disant: papa, regarde, c'est très simple. Si tu veux qu'on ait de quoi manger, si tu veux qu'on récupère Shimon, il y a un gage, il faut ramener Binyamin. À ce moment-là, le père obtempère, comme un père il obtempère, il envoie Binyamin, et à ce moment-là, a priori, on a un happy end. Il arrive Binyamin, Yosef donne tout ce qu'il faut pour pouvoir manger, et à ce moment-là, les frères repartent donc avec les ânes, les chameaux, les chevaux, plein de victuailles, plein de quoi mourir, de quoi se nourrir. Ils repartent et puis d'un coup, 2 ou 3 kilomètres après leur échappée, d'un coup on entend des bruits de cavalerie. Les soldats de Yosef viennent en disant: arrêtez-vous là. Depuis votre départ, on a perdu la coupe, une sorte de coupe en or, qui permettait à Pharaon, Yosef, qui permettait à Yosef de faire de la divination, une sorte d'objet de magie. Et elle était là jusqu'avant que vous veniez. Une fois que vous êtes parti, elle n'est plus là, donc après vous l'avez volée. Les frères sont tellement propres et tellement sûrs de eux qu'ils disent: je jure, nous jurons que nous n'avons rien fait, vous pouvez inspecter, allez, fouillez-nous. Et on les fouille. Reuven, Shimon, on fouille tout le monde. Rien du tout. Jusqu'au moment où on arrive à Binyamin, et d'un coup on trouve dans les affaires de Binyamin la coupe. Le bandit, il a volé. Les frères se retournent. Ils disent: Binyamin, t'as fait ça? Mais j'ai jamais fait ça. C'est un piège. Ouais, c'est un piège quand même. Ah non, c'est pas possible là. Bon. Yosef il dit: écoutez, je vais être très gentil, je devrais vous exterminer tous. Ce que je vais faire, je vais être sympa. Je vous laisse libre, vous, les frères, et je prends Binyamin en gage. Voilà comment commence la paracha de Vayigash. Et Yehuda va venir maintenant se battre avec Yosef en disant: je peux pas. Je peux pas te laisser Binyamin. Si tu veux, tu me prends moi. Mais Binyamin, je suis obligé de le ramener à mon père. Et il va tellement insister, Yehuda, et Yosef résiste. Et il insiste, il résiste, qu'au bout d'un moment, Yehuda supplie Yosef: je t'en supplie. Prends-moi moi, je serai esclave éternel à ton égard, mais tu laisses tranquille Binyamin. Yosef voit que son frère est tellement déterminé qu'il décide à ce moment-là de lever le masque, d'exploser en sanglots et de dire: c'est bon, j'ai compris. Vous êtes capables d'être des frères. Ce que vous n'avez pas fait avec moi, Yosef, je suis Yosef. Ce que vous n'avez pas réussi à faire à l'époque en vous portant garant de ma vie, en ayant raconté ces bobards à papa, vous êtes maintenant capable, vous avez fait tchouva. Vous vous êtes repris par rapport à ça, et vous êtes capable, je vois en toi, Yehuda, la capacité à assumer l'existence de notre frère, même si c'est le frère d'une autre femme, et qu'il y a eu tellement de problèmes de scission, je pense que le shalom a été mis en place maintenant. Ça veut dire: c'est moi, Yosef. Donc les frères prennent conscience qu'en fait c'était tout un scénario qui a été monté. Ils ont extrêmement peur de la vengeance de leur frère. Et à ce moment-là précis, Yosef leur dit: vous inquiétez pas, retournez auprès de papa, rassurez papa, et dites-lui surtout que Od Yosef Ra et que Yosef est encore vivant. Ça, c'est le contexte de la paracha de Vayigash qu'on va lire ce Shabbat maintenant. Je voudrais m'attarder. Regardez le document que vous avez sous les yeux. Ouais. Je voudrais m'attarder maintenant au moment tellement magnifique, exquis, où les frères vont venir annoncer au papa: tu sais papa, ça fait 22 ans que tu vis avec cette information que Yosef a été déchiqueté par une bête sauvage. C'est le pipeau qu'on t'a raconté. En fait, la vérité, c'est qu'il n'a jamais été déchiqueté par une bête sauvage. Et tu sais quoi, encore mieux? Papa est encore vivant. Ils ont mission, les frères,
d'annoncer à Yaakov, ton fils Yosef, que tu pleures depuis 22 ans, est en fin de compte vivant en chair et en os. Et c'est un message qui est tellement dangereux au niveau cardiaque qu'ils vont envoyer la fille de Hacher, un des frères, qui était une harpiste. Et donc, elle va venir, Sarah, elle s'appelle Sarah Bat Hacher, j'ai une fille qui s'appelle Sarah d'ailleurs, et qui va venir avec une harpe et commencer à chanter à côté de son grand-père. Oh Yosef Rai, oh Yosef Rai, Yosef est encore vivant, une sorte de mélodie. Pour commencer de façon subliminale à préparer le terrain pour ne pas que le choc soit trop immense de Yaakov. Et donc on va petit peu préparer le terrain pour qu'au bout d'un moment les frères arrivent. Regardez le verset. Ouais. Vaïdeberu Elav, regardez le verset numéro 27, donc c'est le dernier des versets qui est sous vos yeux. Vaïdeberu Elav et kol divrei Yosef, asher diber alehem. Les frères donc vont raconter le scoop incroyable, ouais, et de ce qui s'est passé et comment ils ont été otages de Yosef, mais qu'en fin de compte, ce personnage tellement méchant était en fait un personnage déguisé. C'était Yosef qui s'était déguisé, mais Yosef est gentil. Et voilà, puis ils vont raconter tout ce qui s'est passé. Et nous dit le texte, alors juste avant ce verset, excusez-moi, les frères sont venus et ils se sont dit, voilà, Od Yosef Rai, papa, il faut qu'on te dise quelque chose d'important, assis-toi. Od Yosef Rai, Yosef est encore vivant. Ok. Maintenant, les réactions de Yaakov, à votre avis, c'est quoi la réaction de Yaakov? Il n'y croit pas. Il n'y croit pas. C'est marqué dans la Torah, il n'y croit pas. À ce moment-là, nous dit le texte, va débarrer là, donc ils vont lui dire, ils vont raconter tout ce qui s'est passé. Va yareta à Galot, nous dit le texte, Yaakov va voir les voitures, c'est donc toutes ces charrettes qui ont été envoyées par Yosef, Asher Shalach Yosef la cette auto, que Yosef avait envoyé pour l'emmener. À ce moment, la vie revint au cœur de Yaakov, leur père. Donc je répète. Les frères arrivent en disant, j'ai un scoop incroyable à te dire, papa. C'est du pipeau l'histoire de la bête sauvage. Yosef est encore vivant. Réponse de Yaakov, je crois pas. Frère vient dire, oui, et d'ailleurs, tu sais quoi? Il nous a donné des charrettes, des galottes, plein de charrettes avec plein de victuailles, ouais, de la farine, du blé, à ce moment-là, Yaakov dit, ah c'est bon, ok, alors, il est vivant. Je veux qu'on analyse juste maintenant ce passage de la non-croyance de Yaakov à la croyance de Yaakov. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je répète. Première étape, les frères arrivent et disent, oh Yosef Rai. Yosef est non seulement vivant, mais en plus il est le numéro 1 d'Égypte. Réponse de Yaakov, je ne vous crois pas. Il faut comprendre pourquoi il ne croit pas. À votre avis, pourquoi il ne croit pas? Parce que pour lui, il était mort, c'était trop dur. Trop dur. Mais une fois que les enfants arrivent, c'est pas un canular. C'est pas un poisson d'avril. Ils vont pas le persécuter en disant papa, tu sais quoi, Yosef est vivant. Non, je rigole, je blague. Laisse béton, il est mort. Ouais. Vous imaginez un petit peu, c'est pas des cruels. Ouais. Donc s'ils disent, c'est qu'ils disent. Après, tu crois pas. Tu peux dire, c'était dur. Tu peux dire qu'il a une tachycardie. Ça t'a le droit de dire ça. Mais le texte dit non, il n'y croit pas. Je ne crois pas. Alors quoi, tu penses qu'ils te font une blague? C'est quoi ce délire? Ça suffit pas qu'ils les aient pipotés, ils vont en plus rajouter encore plus. C'est quoi? C'est des diables? Ça, c'est la première question à poser. La deuxième question, c'est que une fois quand les frères lui insistent en disant, mais tu sais quoi? Regarde, il nous a donné, regarde, des charrettes, tu vois, les charrettes de blé, et de figues sèches, et de dattes, et de mangues, et de cactus, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans les trucs, ouais. Ah, c'est bon, va t'écrire Yaakov. Maintenant je crois. Ouais. La vie revint au cœur de Yaakov, leur père. Pourquoi avant il ne croit pas et maintenant il croit en voyant quoi? La galotte. La galotte, ça veut dire quoi? Les charrettes. Ça c'est l'aspect complètement mystérieux de ce passage. Et comment on est dans un mystère? Alors on va essayer de sortir de ce mystère. Première étape donc, pourquoi Yaakov n'y croit pas? Vous savez pourquoi il n'y croit pas? Parce que les frères ont dit deux choses. Yosef est encore vivant. Ouais. Et qui plus est, il est le numéro 1, le Bill Gates de l'Égypte, du Moyen-Orient. Ouais, le Bill Gates du Moyen-Orient.
Le Mark Zuckerberg, ouais, de l'époque. Et c'est ça qu'il n'arrive pas à croire. C'est-à-dire, vous venez là un scoop comme quoi que Yosef est encore vivant, ça veut dire qu'il est resté ce qu'il était, ça veut dire. Ça veut dire que c'est resté un tzaddik. Mais à ce moment-là, tu ne peux pas entendre la suite de ce que vous me dites, qu'il est numéro 1 d'un pays aussi pourri. Tu ne peux pas à la fois être un tzaddik, être à la tête de l'État le plus corrompu qui existe. Ouais. C'est comme si tu disais que Poutine est un tzaddik. Ah, tu ne vas pas dire un truc pareil. Quand tu es passé par le KGB, tu es forcément, il était numéro 1 du KGB, ouais, Poutine, tu es forcément une des personnes les plus pourries qui existent sur la Terre. Très intelligent, très maligne, mais c'est forcément quelqu'un qui est une pourriture par excellence. Donc ne me raconte pas maintenant que Poutine, ouais, fait toutes ses tefilot Shabbat. Ouais, on a compris, quoi. C'est sûr que non. C'est-à-dire qu'il y a incompatibilité, c'est pas possible. Ouais. Tu peux pas imaginer, ouais, un tzaddik, ouais, qui passe sa vie à être DJ dans la dernière boîte de nuit. Ouais, tu dis, faut rigoler, quoi. Alors, ça veut dire, il y a qu'à en train de dire qu'il soit encore vivant, qu'il soit chef d'entreprise en Égypte, c'est une chose. Mais ça, pour moi, c'est dire qu'il est mort. Il est mort. C'est pas ça que j'attendais de Yosef. Vous êtes en train de me tuer encore plus. Là, tu me dis, en fait, je sais quoi, il est encore vivant et en plus, il est à la tête du royaume. Donc, c'est un bonhomme qui a passé sa vie à magouiller, qui a passé sa vie à jouer des coudes, qui a passé sa vie dans les pots de vin, qui a passé sa vie à séduire des femmes pour gravir encore plus. C'est ça la réalité du monde politique dans sa réussite. Ouais. En général, la plupart des politiciens sont des personnes très crapuleuses, la plupart, ouais. Rares sont les personnes qui sont fidèles, par exemple. Ouais. Donc, c'est ça, en fait, la difficulté. Donc, Yaakov dit, non, je ne vous crois pas. Donc, ça, c'est déjà pour expliquer pourquoi il ne croit pas. La question qu'on va avoir maintenant, alors, pourquoi tu crois juste après qu'on te dit, mais tu sais quoi, il t'a amené plein de... C'est quoi, c'est le bakchiche, c'est quoi? On t'achète avec des charrettes, c'est quoi l'idée? En quoi la vision des charrettes pleines de victuailles vont faire dire à Yaakov, ah non, peut-être quelque chose d'intéressant ici. On peut à la fois être à la tête d'un état crapuleux et être resté tzaddik. C'est la réponse à cet amalgame impossible. Pardon. Je prends un verre d'eau. Alors, comprendre ce mystère là maintenant va être une tâche qui est faite par Rashi. Rashi va essayer de l'expliquer. Je vous ai mis donc en bleu le Rashi, vous voyez donc le dernier verset du document. Et il va donc explorer, en fait, si vous voulez, l'idée que la vision des charrettes, des agalotes, est une preuve du fait que Yosef est resté ancré dans sa vertu, ancré dans sa droiture, ancré dans sa noblesse. Nous dit Rashi, regardez, Yosef leur avait donné un signe. Yosef leur a donné une sorte de message secret, un signe. Lorsqu'il avait été séparé de son père, donc la dernière image que Yosef a eue de son père, il était occupé à étudier le passage de la Torah relatif à la génisse. Il étudiait une partie de la Torah qui s'appelle la Egla Arufa. On va expliquer de quoi il s'agit. La génisse dont on brise la nuque. La génisse, en fait, c'est une sorte de petit veau, ouais, au féminin, donc c'est une génisse. Et cette génisse est un animal qui va être utilisé comme sacrifice. Et c'est la dernière chose que Yosef a partagée dans son étude avec son papa. La dernière leçon de papa thoraïque, c'était ça. En explication d'un meurtre dont l'auteur n'a pas été identifié. Aussi, le texte spécifie-t-il, il vit les voitures, il a vu les agalotes. Alors, attention, fais attention à l'hébreu. Agalotes, ça veut dire des voitures. Et c'est la même racine que Egla, qui veut dire la génisse. Agalote, ouais, c'est le pluriel de Egla. En fait, en d'autres termes, génisse se dit Egla, et charrette se dit aussi Egla. Et donc, lorsque Yaakov a vu les agalotes, les charrettes, il s'est dit, et attention, les frères ont dit, Yosef est encore vivant, tu n'y crois pas, ok, mais il nous a dit de te spécifier qu'il t'envoie pour toi des agalotes, des charrettes. Et là, d'un coup, Yaakov il dit, ah, ok, c'est bon, bingo. Pourquoi? Parce que,
nous dit Rashi, parce qu'en envoyant des charrettes qui se dit Agalot, Agalot c'est aussi Egla, le dernier passage que Yaakov a étudié avec Yosef. Et donc il y aurait ici une sorte de message secret, un message subliminal. Papa, tu sais quoi? J'ai pas oublié la dernière leçon qu'on a apprise ensemble, que Yosef avait envoyée et non que Pharaon avait envoyée. Et donc, tu peux me faire confiance. Je sais pertinemment que lorsque tu vas apprendre le scoop que je suis roi d'Égypte, tu vas pas croire que je suis resté vertueux, noble, mais tu vois la preuve que je suis vertueux. C'est que je t'envoie ici une sorte de message secret. Papa, j'ai pas oublié la dernière leçon qu'on a eue ensemble. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, le mystère qui est tenté d'être élucidé par Rashi. Est-ce qu'on est clair jusque-là ou pas? Alors je reprends donc les étapes du raisonnement. Première des choses, les frères viennent dire, Yosef est encore vivant, il dirige l'Égypte. Le père dit, je ne peux pas vous croire. Alors c'est plus Yosef. Ouais, c'est un Yosef qui s'est finalement complètement désagrégé au niveau spirituel. Les frères disent, non papa, attends 2 secondes, il nous a aussi dit de te dire qu'il t'envoie des agalotes. Et là donc, il dit, agalote, Egla, la génisse. Waouh, c'est le dernier étude que j'ai faite avec mon fils. Donc il m'envoie un message comme quoi, papa, j'ai pas oublié. Ouh, ça fait plaisir. Donc oui, Yosef peut être quelqu'un qui est resté vertueux. Est-ce que ça vous voit au niveau de la démonstration? Où est le bug? Il y a un bug ici. Logique. C'est lui-même, Yosef, qui rassure son père que c'est un peu une preuve de. Enfin, je sais pas, c'est quoi. Il rassure son père en disant qu'il a gardé le même niveau, spirituellement, il est resté le même. Ouais. Ouais, c'est un peu une preuve. Enfin, c'est un peu. C'est pas une preuve de l'extérieur, c'est une preuve de l'intérieur, tu dis. Non, c'est. Ouais, c'est un peu d'orgueil, pas dire d'orgueil, mais là. C'est une garantie qui est donnée par. Ok, il donne une garantie. La question qu'il faut se poser, à votre avis, c'est quoi le problème ici? Il y a un problème logique ici. Il se rappelle ce qu'il a étudié, mais ça ne veut pas dire qu'il est toujours comme ça maintenant. Exactement. Le souvenir du dernier moment avec ton papa, ouais, ne veut pas dire que tu es resté sur le même niveau. J'ose imaginer que tous les mafiosos qui ont eu peut-être un passé dans leur vie au catéchisme se rappellent parfaitement de leur leçon du catéchisme. Et je peux imaginer parfaitement que il y avait comme ça à Marseille des proxénètes juifs, ouais, qui ont passé du temps dans les baumettes. On en connaissait un d'ailleurs à Kippour, il venait régulièrement. Et il y a toujours une question, est-ce qu'on pouvait accepter ses dons? C'était un bonhomme qui était riche, mais il était proxénète, ouais. Et alors, ce bonhomme-là, donc dans la vie, c'est moche qu'il fait, ouais. Mais c'est un bonhomme, tu lui dis, Ashrei, je veux être, il te répond, Odialou Chassela. C'est pas parce que tu as une connaissance, ou bien la mémoire, le souvenir d'une leçon de Torah, que tu incarnes cette Torah. Donc on n'a rien gagné, nous, avec ce Rashi. Vous comprenez le problème ou pas? C'est pas parce que Yaakov et Yosef disent, je me rappelle, ok, tu te rappelles, tu as des souvenirs de ce monde pur, cette nostalgie du monde pur, et après tu es devenu un mafioso. Donc pourquoi Yaakov dit c'est bon, bingo? C'est quoi l'idée? Pourquoi il fait? C'est la grande question qu'il faut poser sur Rashi. Le Rashi, il est connu, mais personne n'étudie comme on va le faire là maintenant. Alors moi, j'avais eu la chance, il y a une trentaine d'années, d'écouter donc l'explication de mon Rav, le Rav Yeshurun, pour expliquer pourquoi ça constitue une véritable preuve. Ce que dit ici Yosef, le message qu'il transmet en disant, voilà, je me rappelle de la dernière leçon, c'est pour Yaakov de la certitude que Yosef est resté un tzaddik. Alors on va expliquer comme ça. C'est un petit peu subtil, mais on s'accroche un petit peu. Cette histoire de la Egla Arufa, la fameuse génisse, c'est un sacrifice qu'on amène lorsque nous dit le texte, donc c'est le texte que vous avez au début, je vous le résume très rapidement. La Torah nous dit la chose suivante. Lorsque sera trouvé un cadavre qui se trouve sur un champ qui est un no man's land, un champ ou un désert qui se trouve entre deux villes. Tu as une ville A ici et une ville B ici. D'accord? Et tu as un cadavre ici qui est tombé. Autre cadavre. Et on ne sait pas donc qui a tué cette personne. Il est mort. On ne sait pas qui l'a tué.
Nous dit le texte de la Torah, on va le mettre ici à peu près. Alors, à ce moment-là, on va réunir tous les anciens de la ville, tous les rabbanim, tous les notables, toutes les personnes, on va dire, importantes de la ville, et ils vont devoir procéder à une procédure qui est la suivante. On va s'approcher du cadavre et on va mesurer de quelle ville le cadavre est le plus proche. Donc on prend une sorte de fil comme ça, comme un peu les gens qui jouent à la pétanque. Vous savez, les gens qui jouent à la pétanque? C'est quoi la pétanque? Ouais, on veut savoir la boule, la proximité de la boule, la plus grande proximité de la boule à côté du cochonnet. Ouais, c'est le principe de la pétanque. Bon, les Marseillais, tant pis pour vous hein, si vous ne connaissez pas ça. Bon. En tout cas, ça, si vous voulez, c'est la procédure. Donc on prend un fil, on mesure, tiens, il y a ça. Là, je mesure, il y a ça. Ah tiens, apparemment, c'est d'ici. Donc ce cadavre est plus proche de la ville A que de la ville B. À ce moment-là, tous les gens de la ville A descendent. Et on va procéder à ce qu'on appelle une expiation collective. C'est-à-dire qu'on va prendre une génisse en question, la fameuse Egla, Agala Egla. Et cette génisse en question, on va la sacrifier en la faisant tomber d'une falaise. Et on va demander pardon à Hachem, une sorte de pardon collectif, en disant à Hachem, tu sais Hachem, nous n'avons pas versé ce sang. Ouais, donc nous dit le texte, regardez. Et tout le reste des versets numéro 6. Et tous les anciens de la ville en question, comme voisins du cadavre, se laveront les mains sur la génisse, dont on a brisé la nuque dans le bas-fond, et ils diront tour à tour, nos mains n'ont point répandu ce sang-là, et nos yeux ne l'ont point vu répandre. C'est-à-dire qu'aux yeux de la Torah, on considère qu'il existe une responsabilité de toute la ville, une responsabilité, on va dire, indirecte, parce qu'en fait, on n'arrive pas à pointer du doigt quelqu'un. Mais quelle responsabilité? Mais je comprends pas, je ne suis pas responsable. Si le bonhomme il s'est fait tuer par des brigands qui étaient de passage, pourquoi veux-tu que je sois responsable de sa réponse? Non. Ce bonhomme, s'il est mort comme ça, dans des situations un peu délicates, en plein désert, peut-être en fait que c'est un bonhomme, on invente un scénario, hein. C'est un bonhomme qui a été très mal indiqué par où il fallait passer. Donc il est venu de la ville A, donc s'il est proche de la ville A, c'est qu'on dit qu'a priori il vient de la ville A. Dans cette ville A, il a certainement été mal raccompagné, on ne lui a pas donné suffisamment de vivres, d'eau et de quoi manger, pour pouvoir se battre s'il y a des brigands. Donc, et on ne lui a pas donné la bonne direction à prendre, c'est on ne lui a pas dit, fais attention, il y a un chemin à droite qui est très dangereux, prends plutôt à gauche, et on ne lui a pas donné suffisamment de vivres, il n'y a pas eu suffisamment de vivres. Et donc, on considère que finalement, c'est un peu la responsabilité de la ville. Ouais. Et comme c'est la responsabilité indirecte de la ville, chacun va venir expier la chose. Ok, expier en disant, voilà, ben c'est pas nous qui avons versé ça, on demande pardon. Sous-entendu, on a envie de se sentir sensible par rapport à ça. C'est-à-dire, apparemment, il y a un problème dans cette ville. C'est dans cette ville, n'est pas suffisamment respectée la mitzvah de raccompagner un invité. Vous savez, il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle raccompagner un invité. Tu as reçu un invité chez toi, tu es censé le raccompagner, faire au moins 2 mètres après le seuil de ta porte pour l'accompagner. Tu ne peux pas, si tu veux, lui dire, bah écoute, ciao, au revoir, et il s'en va tout seul. Non, tu dois l'accompagner. On va expliquer pourquoi. Maintenant, apparemment, on considère que dans cette ville, on n'a pas bien respecté ça, je ne sais pas qui. Et donc, chacun va essayer de expliquer en disant, voilà, je demande pardon, Hachem, je serai dorénavant plus sensible aux personnes que je reçois chez moi pour mieux les raccompagner. Ça, c'est ce qui se passe ici. Maintenant, ça, c'est la mitzvah en question. Et c'est la dernière chose que Yosef a apprise. Maintenant. Cette mitzvah en question, quand tu regardes le déroulé de la Torah, elle est exactement placée, positionnée entre 2 épisodes de guerre. C'est-à-dire, il y a dans la Torah une mitzvah de faire la guerre, c'est-à-dire, lorsque tu rentres en Israël, tu proposes aux personnes qui habitent en Israël de, on va dire, se
accepter la Torah. Et au cas où ils refusent, alors on doit les faire sortir parce que la terre d'Israël ne supporte pas l'idolâtrie. Donc il y a une paracha dans la Torah qui consiste à faire la guerre. Maintenant, ce passage de la Egla Rufa, donc de cette génisse, qui va être envoyée comme expiation d'un cadavre en plein milieu, se trouve entre deux passages qui parlent de la guerre. Avant ce passage et après. Et cette façon de mettre ce passage en sandwich avec deux passages qui parlent de la guerre nous oblige à essayer de regarder le déroulé d'un individu qui hier était à la guerre et dans le champ de bataille il a dû malheureusement faire son boulot de soldat, c'est-à-dire dégommer un maximum de personnes, utiliser sa mitraillette, sa kalachnikov, et ça c'est le boulot des soldats. Et puis d'un coup il a une journée de perme, il rentre tranquillement dans son village, et demain il repartira à la guerre. Et voilà que cette personne qui a quitté le champ de bataille hier, qui arrive aujourd'hui dans sa maison, d'un coup, dans son village, d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Il voit plein de gens comme ça. Une nuée de personnes, des rabbinim, des trucs, qui sont là, dans un champ. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ah ben tu sais quoi, il y a eu un mort, un cadavre. Et alors? Eh ben, ce cadavre, on ne sait pas de qui il est mort. Et donc, donc on est en train de chacun essayer d'expier la faute par rapport à ça. Et le bonhomme est censé lui aussi participer puisqu'il fait partie de ce village. Il est en perme là maintenant. Et demain, cette même personne va aller sur le champ de bataille et dégommer des tonnes de personnes. Et donc il y a ici quelque chose d'extrêmement paradoxal. C'est un bonhomme qui était dans un mécanisme de la mort et il était partie prenante de ce mécanisme puisqu'il passait son temps à tuer des personnes en tant que soldat. Puis d'un coup, il lui demande, tu sais quoi, il y a eu un mort ici. Alors il pourrait regarder ça de façon très cynique. Un mort. Tout ce folklore pour un mort. Mais moi, hier, j'en ai fait par dizaines des morts. Et demain, j'en ferai par dizaines. Donc, depuis quand? Comment? En tout cas, en fait, si vous voulez, c'est la question implicite que le texte de la Torah veut nous poser. Comment un individu comme ça peut vivre de façon sérieuse cette mitzvah de la génisse, sachant qu'il est dans un univers où la mort est sa denrée quotidienne. C'est-à-dire qu'en fait, la question qui est posée, et c'est là qu'on arrête, si vous voulez, la subtilité, la question qui est posée par ce texte est la suivante. Comment dans la vie, lorsque tu vis des moments extrêmes de façon régulière, comme un soldat, c'est pas la vie de tuer du matin au soir, c'est la vie d'un soldat. Donc, comment cet individu peut, de façon honnête, franche, sincère, développer un respect d'un cadavre alors qu'il en fait des dizaines. Il en a fait des dizaines, il en fera demain des dizaines. En d'autres termes, comment dans la vie tu peux garder la sensibilité à la vie lorsque tu es dans un univers qui bafoue tellement la vie? C'est la question qui est posée par cette mitzvah. Cette mitzvah, donc, c'est du fait que cette mitzvah est placée en sandwich entre deux épisodes de guerre ultime que la Torah est en train de te faire réfléchir à cette notion suivante. Comment tu peux dans la vie garder le cap lorsque tu es dans un monde complètement étranger à toi? Comment tu peux garder le cap? C'est la question qui est posée ici. Parce qu'en fait, le titre que j'ai donné, c'est comment résister à l'assimilation. C'est quoi l'assimilation? C'est, si vous voulez, de fait, la dérive d'un individu qui est presque programmé, lorsque trop entouré d'individus qui vivent aux antipodes de la Torah, qui vivent totalement à rebours de la Torah, fait que tôt ou tard ça doit déteindre sur lui. Si tu vis dans un contexte où tous tes copains ont mis en place presque un jeu de tromper leur femme, comment toi tu peux garder le cap de la fidélité? C'est la question qui est posée ici. Vous ne comprenez pas? Tu vis dans un monde qui va venir, aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, va venir presque vanter, il y a des sites internet qui parlent de ça, enfin qui proposent ça, l'extra-conjugalité. Quand tu es perforé en permanence par toutes ces
ce monde tellement pourri autour de toi, comment tu peux garder le cap? Comment tu peux garder le cap? Et tu peux poser des questions dans tous les domaines. Avec un tel essor de la vulgarisation de l'homosexualité, comment toi aussi tu peux garder le cap de te dire mais ça n'a aucun sens. Jusqu'à quand tu vas pouvoir garder le cap? C'est la question qui est posée par ce passage de la Torah. L'individu passe sa vie à tuer, puis d'un coup, attention, les rabbinim, les trucs. Mais vous rigolez ou quoi? Pour un cadavre? Mais de qui vous vous moquez? La plupart des gens qui reviennent de la guerre portent un regard cynique sur la vie. Ils ne croient plus vraiment à la vie. Les vrais soldats, ouais, les grands soldats. Et c'est extrêmement dur, c'est un problème existentiel dans la vie. Je vous donne autrement. Il y a les études de médecine. Les études de médecine sont très longues. Il y a parfois des stages complexes à faire. Moi, j'ai un frère qui était devenu tout mais il a eu des stages très complexes à faire. Il a fait des stages dans le SAMU, les urgences. Et donc, il a dû être exilé dans des villes dans lesquelles il n'y a pas de juifs. Il n'y a pas de trace de judaïsme. Tu as des villes comme ça en France. Un Pétaouchnok, ouais. Tu as 2 églises, 3 boulangeries, pas un juif, rien. Pas une synagogue, rien. Dans des villes pareilles, c'est extrêmement dur de rester soi-même. De façon générale, d'ailleurs, tous les étudiants en médecine, voilà, ils ont beau être, dans leurs idéaux, très attachés à la cacheroute, très attachés à Shabbat et tout ça, mais si tu restes trop longtemps dans un bain qui est tellement sans Torah, sans judaïsme, tôt ou tard, les gens commencent un petit peu à lâcher du lest. Au niveau cacheroute, bon, pas grave. Au niveau Shabbat, on gratte, ouais, on gratte. Ouais, on gratte, parce qu'il n'y a pas le choix, parce que c'est compliqué, parce que beaucoup de choses, ouais. Et là, il y a 2 attitudes possibles au niveau de la mentalité de l'individu. Soit quand il craque, il se dit la chose suivante: ah, c'est dur de craquer là, ah, ça me fait mal, c'est pas moi ça, je me retrouve pas, ah, comme c'est dur, comme c'est dur. Cette personne-là, le jour où tu le mets dans un bain plus facile, comme Paris par exemple, Marseille, des grandes villes, ouais, celui-là, dès qu'il va quitter ce stage, boum, il revient à la norme. Ouais, j'ai craqué, c'est vrai, mais c'était tellement dur, j'ai pas réussi, ouais. C'était compliqué, j'arrivais pas, c'est insupportable, mais je m'en veux, ouais. Cette personne, tu le remets dans un bon bain, c'est tranquille, il est sauvé, il sera sauvé, ouais. T'as une autre façon de craquer, de se dire, bon, qui me dit que finalement, c'est pas des rabbins qui ont inventé tout ça? Les cacheroutes, ouais. Qui me dit que non, ouais. Et qui me dit, et Shabbat, si tu commences à toucher aux édifices, cette personne-là, il est foutu. Tu remènes à Paris, il s'habitue à ne pas respecter Shabbat, il ne respectera pas Shabbat, c'est tout. Ce sont 2 façons de pouvoir rentrer en guerre dans la vie. C'est l'image. La personne, le soldat en question, ne peut vivre la paracha de la Egla Roufa, cette histoire de génisse, le respect d'un seul cadavre, alors qu'il a une machine à faire des cadavres, il ne peut le respecter qu'à une seule condition. Si à chaque fois qu'il utilise son fusil, il se dit c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie, c'est pas ça la vie, c'est pas ça la vie. Il faut qu'il se répète en permanence, je suis dans une exception de vie. C'est pas ça qui me définit. Je suis dans un moment qui est aussi une mitzvah, mais que je souhaite à personne. Vous comprenez l'idée ou pas? Je souhaite à personne de faire ce type de mitzvot, parce qu'elle te détruit l'individu. Et donc s'il a cette conscience permanente, le lendemain où il arrive, comme il a passé son temps à cultiver les valeurs de la vie, cette personne, exclusivement cette personne, peut, oui, donner du poids à ce cérémonial. Sinon, ça peut être que de la religion ou du folklore. Pas quelque chose de vrai, vous comprenez? Mais sinon, il ne peut pas. On en revient maintenant à Yosef. Yosef sait pertinemment que lorsque les frères vont lui dire « Tu connais pas le scoop? Non seulement il est vivant, mais en plus, il est roi d'Égypte, on est sauvé !» Il sait très bien que le père va dire « Ah non, on n'est pas sauvé. » Ah, vous m'annoncez qu'en fait, il est mort. Parce que qu'il soit vivant physiquement, j'en ai rien à faire. Qu'il soit chef d'entreprise, j'en ai rien à faire. C'est-à-dire que Yosef, la vertu de Yosef, il n'y a plus ça. Réponse des frères, non, papa, regarde, le message qu'il nous donne, c'est qu'en fait, il te transmet des agalotes. Agalotes, ça veut dire des charrettes. Ah, ok, c'est bon. C'est quoi c'est bon, ça veut dire?
Yosef est en train de dire à son père, papa, je sais pertinemment que tu ne pourras pas me croire, que je suis resté moi-même, dans un univers tellement étranger. Papa, je t'envoie un message. C'est justement la dernière leçon qu'on a apprise ensemble, c'est la leçon de la génisse en question. Et qu'est-ce qu'elle dit, papa, cette leçon? Elle dit qu'un individu peut, oui, partir en guerre, être dans une aberration de la vie et garder encore le sens de la vie. Ça, c'est le sens profond de la mitzvah. Papa, il en est de même pour moi. Je suis ce soldat que la Torah décrit. Papa, je t'envoie des agalotes, des charrettes qui veulent dire des génisses pour te dire que papa, j'ai réussi. Dans un monde complètement étranger à moi-même, j'ai réussi à rester moi-même. J'ai compris le message de la Egla Arufa. Et papa, je suis en train de te dire, sache une chose, les tentations étaient là, t'as raison. Il y a une femme extrêmement belle, extrêmement riche, qui a tout fait pour me faire succomber. Elle a mis 1 an de drague, pas l'histoire d'une soirée, 1 an de drague. Papa, le message de la Egla Arufa, je l'ai compris. Et grâce à ça, j'ai résisté. Ça, c'est le message que Yosef transmet à son père. Ça, c'est le message que je voulais vous véhiculer, que j'ai entendu de mon maître. Pour garder le cap dans la vie, faut systématiquement s'accrocher à la vie et pas à la mort. C'est quoi la vie? C'est la vie qui est portée par des gens qui s'y attachent à fond. Faut systématiquement avoir les bonnes fréquentations dans la vie. Les bonnes fréquentations sont les personnes que tu côtoies, qui ne sont pas forcément extérieurement des grands religieux ou je ne sais quoi, mais que quand tu les côtoies, tu as envie d'être quelqu'un un peu mieux, de dévoiler quelque chose de mieux en toi. Quand tu es à côté d'individus qui te donnent envie d'être un peu mieux que ce que tu es, ou de dévoiler des choses que tu as à l'intérieur de toi, mais que tu as la paresse de développer, ce sont ces personnes que tu dois fréquenter en permanence. Et inversement, quand tu es autour d'individus qui te tirent vers le bas, qui font que d'un coup, tu fais des choses et tu te reconnais plus là-dedans, mais bon, c'est comme ça, on était ensemble, c'était le trip. On s'est fait un trip. Ouais. Alors, c'est ces personnes qu'il faut que tu essayes petit à petit de fuir. C'est ça, en fait, l'intelligence de Yosef. Ouais, c'est ça l'idée. Ça veut dire, on est tous condamnés dans la vie à être dans un monde qui est étranger à nous-mêmes. On ne peut pas vivre dans un scaphandre. On ne peut pas aller s'isoler dans une tour d'ivoire. On vit dans un monde, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, où c'est normal d'être homosexuel. Au moins, de faire un trip. Ouais. C'est normal de tromper son épouse. C'est normal de magouiller pour faire plein de fric. Ouais. C'est quoi les grands scandales là, avec Carbone 14, comment ça s'appelle? Le Carbone 14, pas CO2, ouais. C'est normal, tout le monde fait ça. C'est normal. C'est normal, ouais, tout le monde fait ça. On baigne dedans. Ouais. Eh ben non, c'est pas normal. Eh ben non, c'est pas normal, je résiste par rapport à ça. Ah, ils font plein de fric, oui, ils font plein de fric. Mais moi, je perds pas mon identité. Ça, c'est la plus grande des richesses d'un individu. Je reste ce que je suis. C'est pas évident. C'est pas évident de jouer les individus qui résistent. C'est pour ça qu'il faut être entouré. C'est pour ça qu'il faut régulièrement demander conseil. Est-ce que là, je suis pas en train de déraper? Mais c'est en fait l'idée essentielle qui est véhiculée par ce texte. Yosef dit à son papa, tu sais, papa, t'inquiète. Egla à galote, j'ai tout pigé là-dedans. T'as une question, comment je peux être à la tête d'un empire tout en étant resté vertueux? C'est toi qui m'as donné la réponse. Tu me l'as enseigné et je l'ai compris, je suis allé jusqu'au bout là-dedans. Tu peux être tranquille à ce moment-là. Waouh, mon fils, Yosef, c'est un tzaddik. C'est ce qui s'est passé ici. Ça marche?